À 19 ans, on lui a remis une clé rouillée et une adresse en Corse. Pas d'argent, pas d'explication. Juste une feuille pliée en deux et une porte qu'on lui fermait dans le dos. Le notaire a dit que le bien était en état dégradé. L'assistante sociale a dit que sa sœur partirait en Alsace dans 5 jours. Et l'homme qui avait tout manœuvré depuis le début a souri en la regardant partir avec son sac. Ce que personne n'avait prévu, ni lui, ni les avocats, ni les tribunaux, c'est ce que sa grand-mère avait caché dans ce cabanon que le maquis avait avalé depuis des années. Pas de l'or, pas de titre de propriété. Quelque chose de bien plus difficile à voler. Si vous avez déjà eu le sentiment que quelqu'un avait décidé à votre place que vous ne méritiez rien, que la partie était jouée avant même que vous ayez pu ouvrir la bouche, cette histoire est pour vous. Restez jusqu'à la fin. Ce que la grand-mère avait préparé, vous ne l'aurez pas vu venir. Abonnez-vous, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin ce soir et dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à sa place. L'odeur du cabinet notarial de Maître Voss était celle de tous les endroits où l'on règle les affaires des morts. Papier vieux, cire froide et quelque chose qui ressemblait à de la résignation. Inès était assise sur une chaise en bois sombre, les mains croisées sur les genoux. Madeleine était morte 10 jours plus tôt. 10 jours et le monde continuait de tourner. Les voitures passaient sous la fenêtre. Le greffier tapait sur son clavier. Éric, son beau-père, était assis 2 chaises plus loin et lisait quelque chose sur son téléphone. Madeleine était la mère de sa mère. Quand la mère d'Inès était morte, il y a 7 ans, c'était Madeleine qui avait tout tenu. Pas avec des grands discours. Avec du pain sur la table, une main posée sur l'épaule, cette façon de ne jamais poser de questions inutiles. Éric avait épousé la mère d'Inès 2 ans avant sa mort. Il était resté. Dans la maison, avec ses affaires, avec sa façon tranquille d'occuper tout l'espace. Maître Voss entra, posa un dossier sur la table et commença à lire sans préambule. Le français juridique coula dans la pièce comme de l'eau froide. Inès entendit son prénom une fois, puis une adresse en Corse, commune de Bonifacio, un bien à usage d'habitation en état dégradé. Elle entendit aussi le chiffre attaché au compte de Madeleine, et vit, du coin de l'œil, les épaules d'Éric se redresser très légèrement. Quand Maître Voss referma le dossier, Éric posa son téléphone. Il dit, d'une voix posée et presque douce, « Madeleine n'était plus tout à fait elle-même ces derniers mois. Ce testament date de 3 ans, mais sa lucidité, vers la fin... » Il laissa la phrase en suspens, comme une question polie. Inès le regarda. Elle ne dit rien. Dans le couloir, après, il lui dit, « Tu comprends que ça va être compliqué ? La maison, je veux dire. Avec tout ce qu'il y a à gérer. » Il regardait son téléphone en parlant. « Je pense que ce serait plus simple pour tout le monde si tu trouvais un autre arrangement. » Inès avait 19 ans. Moins de 300 € sur son compte, un BTS commencé et abandonné, et une chambre dans la maison où elle avait grandi. Elle dit « C'est chez moi. » Éric sourit brièvement. « On va voir ce que dit la loi, dit-il. » La loi parlait par la voix d'un certain maître Renaud, qu'on vit 3 jours plus tard dans le salon. Cinquantaine, costume correct, mallette en cuir marron. Une façon de ne jamais tout à fait s'installer dans les fauteuils où on l'invitait, comme s'il gardait toujours une légère distance entre lui et les pièces où il travaillait. Il expliqua la situation à Inès avec une précision chirurgicale. La maison familiale était au nom d'Éric depuis le remariage. Ce que Madeleine avait pu lui laisser, c'était le cabanon en Corse et rien d'autre. Si elle souhaitait contester, elle pouvait, mais les frais, le temps, le résultat probable... Il marqua une pause. Quelque chose passa dans son regard, bref et aussitôt refermé, comme une porte qu'on entrebâille sans le vouloir. Il reprit d'une voix parfaitement égale. « Je vous conseille d'accepter. » On lui donna une clé. Vieille, en fer, avec un anneau légèrement tordu. On lui donna une feuille avec une adresse. On lui dit qu'elle avait jusqu'au vendredi pour vider sa chambre. Le vendredi, elle prit son sac. Une photo de sa mère, une photo de Madeleine dans une enveloppe Kraft, quelques vêtements, la clé et l'adresse. Elle descendit l'escalier sans se retourner.
Eric était dans la cuisine. Il ne vint pas lui dire au revoir. Dehors, il faisait un soleil ordinaire, indifférent. Inès serra la clé dans sa paume jusqu'à ce que le métal froid devienne chaud. Elle ne savait pas encore comment appeler ce qu'elle ressentait. Ce n'était pas de la tristesse. C'était plus dur que ça, plus silencieux, et ça occupait exactement l'espace où une maison était censée se trouver. Le téléphone sonna 6 fois avant qu'on décroche. Pas de voix, juste une respiration, légère et régulière, comme quelqu'un qui attend de savoir si c'est une menace ou pas. « Zoé, dit Inès, c'est moi. » Silence. Puis, très bas, 2 mots. « T'es où ?» Ce n'était pas une question. C'était autre chose, quelque chose entre le reproche et le soulagement, dit si doucement qu'Inès dut coller le téléphone contre son oreille pour être sûre d'avoir entendu. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais la ligne était déjà coupée. Elle rappela. Personne ne décrocha. Zoé avait 7 ans et ne parlait presque plus depuis la mort de leur mère. Les médecins avaient des mots pour ça, des mots longs et précis, qui ne changeaient rien au fait que sa petite sœur traversait le monde en silence, comme si elle avait décidé un jour que les mots coûtaient trop cher et qu'il valait mieux les garder pour les vraies urgences. Eric n'avait jamais su quoi faire d'elle. Il l'avait tolérée comme on tolère un meuble encombrant qu'on n'a pas choisi. Inès appela l'assistante sociale dont elle avait le numéro depuis des mois, une femme du nom de Madame Aubert, qui décrocha à la 2e sonnerie avec la voix de quelqu'un qui s'attendait à cet appel. Elle lui dit ce qu'elle savait déjà, d'une voix appliquée et sans chaleur. Zoé allait être placée. Une famille en Alsace, bien évaluée, stable. Le transfert était prévu dans 5 jours. C'était ce qu'il y avait de mieux pour elle dans les circonstances. Inès demanda ce que ça voulait dire, les circonstances. Madame Aubert dit que Monsieur Moreau avait signalé ne pas être en mesure d'assurer la garde, que la situation familiale ne permettait pas de maintien au domicile, qu'Inès elle-même était désormais sans adresse fixe et sans revenu déclaré. Inès raccrocha. Elle mit 40 minutes à traverser la ville à pied. L'adresse de la famille d'accueil provisoire lui avait été donnée 3 semaines plus tôt, notée dans son téléphone entre un rappel de rendez-vous et le numéro d'une amie qu'elle n'appelait plus. C'était un appartement au 3e étage d'un immeuble beige, dans une rue qui ressemblait à toutes les autres. Une femme lui ouvrit la porte avec un air méfiant qui se transforma en quelque chose de plus mou quand elle vit le visage d'Inès. Zoé était dans le couloir, derrière elle. Elle portait un pull trop grand et tenait dans ses bras un ours en peluche dont il manquait un œil. Elle regarda Inès sans bouger pendant 3 secondes, puis traversa le couloir et posa sa tête contre sa poitrine. Rien d'autre. Pas un mot. Inès posa la main sur ses cheveux et ferma les yeux. Elles prirent le bus de nuit vers Marseille. Dans le car, Inès sortit l'enveloppe que le cabinet de Maître Voss lui avait remise à la sortie, celle qu'elle n'avait pas encore ouverte. La lettre était dense, rédigée en termes que Inès dut lire 2 fois. L'essentiel était simple et brutal. Un tiers se manifestait pour contester la validité de la donation du cabanon. Elle avait 40 jours pour produire des éléments en sa faveur, ou renoncer à ses droits sur le bien. Passé ce délai, la procédure suivrait son cours. 40 jours. Elle regarda la date en haut de la lettre, calcula. Il en restait 33. Sur le ferry, la Méditerranée était noire et plate sous un ciel sans lune. Zoé s'était endormie presque aussitôt, la joue contre la cuisse d'Inès, les doigts encore enroulés autour de la patte de l'ours. Le bateau tanguait doucement. Quelque part dans le couloir, un homme riait avec quelqu'un au téléphone. Inès regardait la mer. Elle ne savait pas ce qu'elle allait trouver là-bas. Un cabanon en ruine, probablement. Une adresse sur une feuille et une clé qui n'ouvrirait peut-être plus rien. 33 jours et pas d'argent, et une petite sœur qui ne parlait plus. Elle posa la main sur la tête de Zoé et fit une promesse qu'elle ne dit pas à voix haute. Les promesses dites à voix haute ont besoin de témoins. Celle-là n'en avait pas besoin. Elle était faite pour durer. Bonifacio apparut dans la lumière du matin comme une ville posée au bord du vide, ses maisons blanches serrées sur la falaise au-dessus d'une mer couleur d'ardoise. Inès avait dormi 2 heures dans le ferry, la nuque tordue contre le hublot. Zoé marchait à côté d'elle sans parler, l'ours serré contre sa poitrine, les yeux grands ouverts sur tout.
Le taxi s'arrêta au bout de 20 minutes de route. Le chauffeur dit que c'était là, que la piste continuait, mais qu'il ne prenait pas le risque avec sa voiture. Il dit ça sans s'excuser, avec la franchise directe des gens qui connaissent leur terrain. Inès prit leur sac et remercia. La piste était étroite, bordée de cystes et de lentisques, avec des ornières creusées par les pluies d'automne. Elles y marchèrent en fait 20 minutes. Puis la piste se réduisit à un sentier. Puis le sentier se perdit dans le maquis. Inès s'arrêta, sortit la feuille avec l'adresse, regarda autour d'elle. Il n'y avait rien. Des collines couvertes de végétation dense, des pierres, des arbousiers aux fruits rouges, l'odeur résineuse et forte de la Corse en automne, et le silence. Un silence épais, habité seulement par le vent. Elle chercha pendant 10 minutes avant de voir le mur. C'était un angle de pierre sèche, presque entièrement recouvert de lierre et de clématites retombantes. Elle s'approcha, écarta les branches à main nue, et le cabanon apparut comme quelque chose qu'on n'était pas censé trouver. Les murs tenaient, le toit aussi, à ce qu'elle pouvait voir. Mais la végétation avait tout enveloppé avec la patience des années, comme si la terre avait décidé de reprendre ce qui lui appartenait, sans faire de bruit. La porte était en bois épais, gonflée par l'humidité. Inès força avec l'épaule 2 fois, 3 fois, et elle céda dans un grincement sourd. L'intérieur sentait le renfermé, la lavande séchée, et quelque chose de plus ancien qu'elle ne sut pas nommer tout de suite. La lumière entrait de biais par une petite fenêtre dont les volets étaient restés entr'ouverts. Il y avait une table, 2 chaises, une étagère avec des bocaux alignés. Il y avait une tasse posée près de l'évier, comme si quelqu'un venait de la déposer là et allait ne revenir. La couverture sur le lit de camp dans le coin était pliée avec soin. Tout était immobile, intact, suspendu dans le temps avec une précision qui fit monter quelque chose dans la gorge d'Inès. Madeleine était passée par là. Madeleine avait tenu cette tasse. Zoé entra derrière elle et fit le tour de la pièce lentement, les yeux sur chaque objet, sans toucher à rien. Inès ouvrit le robinet. Rien. Elle trouva l'interrupteur. Rien. Elle s'assit sur la chaise et posa ses 2 mains à plat sur la table. La nuit tomba vite. Elles mangèrent ce qu'elles avaient dans le sac, du pain et du fromage achetés à Bonifacio le matin. La température chuta d'un coup, comme ça se passe en Corse en octobre, brutalement, sans prévenir. Inès trouva des bougies dans un tiroir et en alluma 3. Zoé s'enroula dans la couverture du lit de camp et trembla un moment sans faire de bruit, les yeux fixés sur la flamme la plus proche. Inès lui dit qu'elles allaient se trouver comment faire. Elle le dit sans conviction, juste pour remplir le silence. Zoé ne répondit pas tout de suite. Puis, au moment où Inès se levait pour aller dehors, elle entendit le mot. Un seul mot, dit très bas, presque pour elle-même. Reste. Inès sortit quand même. Elle s'assit sur une pierre devant la porte et pleura sans bruit, les bras croisés sur les genoux. Elle pleura pour Madeleine, pour la tasse sur l'évier, pour les 33 jours, pour Zoé qui tremblait à l'intérieur, pour les 300 € qui allaient devenir 200 puissants. Elle pleura parce que personne ne la regardait et qu'elle en avait besoin. Puis elle essuya son visage avec la manche de son manteau. Au-dessus d'elle, le ciel corse était absurdement plein d'étoiles, comme si l'obscurité avait décidé de compenser. Elle rentra. Elle ajouta une bougie. Elle s'assit à côté de Zoé et resta là jusqu'à ce que la respiration de sa sœur devienne régulière. Elle ne prit pas la décision de rester comme on prend une décision. Ce fut plutôt l'absence d'une autre option qui se transforma, lentement, en quelque chose qui ressemblait à un choix. Le lendemain matin, Inès trouva la cave. Ce n'était pas vraiment une cave. C'était une pièce basse creusée dans la roche sous le cabanon, accessible par une trappe dans le sol de la cuisine, dissimulée sous un tapis élimé qu'elle avait soulevé en cherchant à nettoyer. Les marches étaient en pierre taillée, usées au centre par des années de passage. Inès descendit avec une bougie. Les étagères couraient sur 3 murs du sol au plafond. Il y avait des bocaux, des dizaines, étiquetés à la main avec cette écriture penchée et régulière qu'elle reconnut immédiatement. Il y avait des boîtes en métal, des sachets de tisane séchée dont l'odeur emplit la pièce dès qu'elle en ouvrit un.
Et il y avait les cahiers. Elle en compta 22. Des cahiers d'écoliers pour la plupart, couverts de la première à la dernière page, parfois avec des dessins dans les marges. Des plantes dessinées au crayon, avec leur nom latin écrit dessous, des annotations, des flèches, des dates qui remontaient à plus de 40 ans. Madeleine avait passé sa vie à noter les plantes du maquis, leurs propriétés, leurs saisons. Des recettes de confiture, de baume, de décoction. Des observations sur le temps, les récoltes, les voisins. Une vie entière rangée sur des étagères dans le noir. Inès remonta avec 3 cahiers sous le bras et s'assit à la table pendant que Zoé dormait encore. Le courrier recommandé arriva en fin de matinée, déposé par un facteur qui remontait visiblement la piste à contre-cœur et qui repartit sans attendre de signature. L'enveloppe portait l'entête d'un cabinet d'avocats de Marseille. Inès l'ouvrit debout contre le mur. Maître Renaud informait mademoiselle Inès Marant que son cabinet représentait désormais monsieur Pierre Ferracci, cousin au second degré de feu Madeleine Ferracci, dans le cadre d'une action en revendication successorale portant sur le bien 6 commune de Bonifacio. Monsieur Ferracci contestait la validité de la donation au motif que la défunte n'avait pas disposé de toute sa capacité de discernement au moment de la signature. Une audience préliminaire était fixée dans 31 jours. Inès lut la lettre 2 fois, puis elle plia la feuille avec soin et la posa sur la table à côté des cahiers de Madeleine. Pierre Ferracci. Elle n'avait jamais entendu ce nom. Madeleine ne l'avait jamais mentionné, pas une fois en 19 ans. Un cousin au second degré qui surgissait 3 semaines après l'enterrement pour contester une donation vieille de 3 ans. Elle n'eut pas besoin de réfléchir longtemps. Éric n'avait pas le droit de contester lui-même. Il n'était pas de la famille, pas du sang. La loi ne lui donnait aucun levier direct. Alors il avait trouvé quelqu'un. Un nom, une signature, une façade présentable. Et il avait repris Maître Renaud pour faire le travail. À Marseille, dans les bureaux du cabinet, Maître Renaud signa les actes de procédure ce matin-là sans les relire. Son assistante les avait préparés, le dossier était clair, le client payait bien et dans les délais. Il signa la dernière page, referma le dossier et s'apprêtait à le rendre à son assistante quand la photo tomba. Une pièce jointe au dossier de propriété, sans doute glissée là par erreur. Une photo d'identité, celle qu'on joint parfois au dossier de succession, pour établir les liens familiaux. Une jeune femme, 19 ans peut-être, les cheveux attachés, un regard droit qui ne cherchait pas à plaire. Il la regarda 3 secondes, peut-être 4. Puis il la retourna face contre le bureau et appela son assistante pour lui rendre le dossier. À Bonifacio, Inès prit une feuille et nota ce qu'elle avait. 31 jours. 160 €. Pas d'avocat, pas d'eau courante, pas de réseau téléphonique sauf au bout de la piste. Une petite sœur de 7 ans et 22 cahiers remplis par une femme qui avait passé sa vie à transformer ce que la terre donnait en quelque chose d'utile. Elle ouvrit le premier cahier au hasard. La page s'intitulait simplement en haut à gauche d'une écriture calme « Ce que le maquis guérit ». Elle commença à lire. Les cahiers de Madeleine n'étaient pas organisés comme un livre. Ils n'avaient pas de table des matières, pas de logique apparente au premier regard. On pouvait tomber sur une recette de confiture de cédrat suivie d'une observation sur les cycles de floraison du cyste, suivie d'une note personnelle sur un hiver particulièrement froid, suivie d'un dessin botanique si précis qu'il aurait pu illustrer un manuel. C'était une pensée vivante, non linéaire, celle d'une femme qui notait ce qu'elle voyait au moment où elle le voyait, sans se soucier de la postérité. Inès lut pendant 3 jours. Elle comprit progressivement ce que Madeleine avait été. Pas une herboriste au sens professionnel du terme, pas quelqu'un qui avait une boutique et une clientèle et des diplômes s'encadrer. Quelque chose de plus ancien que ça. Une femme qui savait ce que la terre de cet endroit précis produisait et ce qu'on pouvait en faire. Le myrte pour les confitures et les liqueurs. L'arbousier pour les gelées. L'immortel pour les baumes. L'hélicryse pour les inflammations. Le romarin, la lavande, le lentisque. 60 ans de savoir accumulé dans cette cave, dans ces cahiers, dans ces bocaux étiquetés à la main. Inès commença à essayer. Les premières tentatives furent maladroites.
Elle renversa un bocal de myrte séchée en cherchant à mesurer les quantités. Elle brûla une première fournée de confiture parce qu'elle n'avait pas compris que le fourneau fonctionnait différemment selon l'essence du bois. Elle prépara une tisane que Zoé refusa de boire d'un regard sans appel. Mais Inès recommença. Elle recommença parce qu'elle n'avait pas d'autre chose à faire de ses journées, et parce que les cahiers de Madeleine avaient cette qualité particulière d'être écrits par quelqu'un qui avait elle-même tout appris par l'erreur. Ce fut M. Antoniotti qui sentit la fumée. Il passait sur le chemin du dessus, un chemin que personne d'autre n'utilisait plus depuis que la route avait été tracée plus bas il y a 20 ans. Il s'arrêta, regarda vers le bas de la colline. La fumée montait en filets minces et réguliers au-dessus de la végétation. Il resta immobile une longue minute, puis il descendit. Il avait 70 ans passés, des mains larges, un visage tanné par les étés corses, et il s'arrêta net quand il vit Inès sur le seuil. Il dit quelque chose en corse d'abord, puis en français. « Vous êtes de la famille de Madeleine ?» Ce n'était pas une question. Il avait reconnu quelque chose, un trait, une façon de se tenir peut-être. Il entra, regarda les cahiers ouverts sur la table, les bocaux sortis de la cave, la casserole sur le fourneau, et il hocha la tête lentement, comme si quelque chose lui était confirmé. Il resta 2 heures. Il montra à Inès comment régler le tirage du fourneau, ou cueillir le myrte à cette saison, comment stériliser les bocaux correctement. Il parla de Madeleine avec la sobriété des gens qui ont perdu quelqu'un depuis assez longtemps pour ne plus en avoir peur. Il dit qu'elle était la meilleure connaisseuse du maquis qu'il ait jamais rencontré et qu'il n'avait jamais compris pourquoi elle était partie vivre sur le continent. Inès n'avait pas la réponse à ça. La semaine suivante, elle remplit 6 petits bocaux de confiture de myrte et 2 de gelée d'arbousier. Monsieur Antoniotti lui prêta sa vieille camionnette et lui dit qu'il y avait un marché à Bonifacio le samedi matin, que les gens du coin connaissaient les produits du maquis et que si c'était fait correctement, ça se vendait. Elle vendit 5 bocaux en 2 heures. 35 €. Ce n'était pas grand-chose. C'était moins que rien au regard des 31 jours qui se réduisaient maintenant à 22. Mais c'était de l'argent gagné avec les mains et les cahiers de Madeleine, et ça avait une texture différente des autres euros qu'elle avait jamais tenus. Le soir, assise à la table, elle compta les pièces et les billets en les alignant devant elle. Zoé était à côté d'elle, l'ours sur les genoux, et la regardait faire. Puis Zoé posa sa petite main sur les siennes et dit, d'une voix claire et entière, « Sans hésitation. Grand-mère, elle savait que tu viendrais. » Inès releva la tête. Zoé la regardait avec ce calme particulier qu'elle avait, ce calme d'enfant qui voit les choses directement, sans les filtres que les adultes accumulent avec les années. Inès ne dit rien. Elle referma ses doigts sur la main de sa sœur et garda les yeux secs, tout juste. La pluie commença un jeudi soir et ne s'arrêta pas avant le dimanche matin. Une pluie corse d'automne, pas celle des orages brefs et violents de l'été, mais une pluie lente, obstinée, qui s'installait dans le paysage comme si elle avait décidé d'y rester. Le maquis buvait, les pierres noircissaient, les chemins se transformaient en ruisseaux. Zoé toussa pour la première fois le vendredi matin. Inès n'y prêta pas attention, une toux sèche, le froid, l'humidité du cabanon malgré le fourneau qui tournait en continu. Mais le soir, la toux était plus creuse, plus fréquente, et quand Inès posa la main sur le front de sa sœur, elle sentit la chaleur avant même le contact, rayonnante et sèche. Elle prit la température avec le petit thermomètre trouvé dans une boîte en métal de la cave. 39,4. Elle attrapa son téléphone. Pas de réseau. Elle savait que pour avoir du réseau, il fallait remonter la piste sur 300 mètres jusqu'au chemin du dessus. Mais il était 20 heures passées et la pluie tombait, et Zoé était allongée sur le lit de camp avec ce regard mi-fermé des enfants que la fièvre rend absent. Elle ne pouvait pas la laisser. Elle fit ce qu'elle put d'abord avec ce qu'elle avait. De l'eau fraîche, une serviette sur le front, la couverture qu'elle remontait puis repoussait selon les frissons. Zoé oscillait entre une chaleur sèche qui la faisait gémir doucement et des tremblements qui secouaient ses petites épaules. Inès parlait pour la tenir éveillée, lui racontait n'importe quoi, le marché de samedi,
les bocaux de confiture, le voisin et sa camionnette. Zoé écoutait ou n'écoutait pas, les yeux mi-clos. Vers 22 heures, la température monta à 41. Inès descendit dans la cave avec une bougie. Elle sortit les cahiers un par un, les feuilleta avec des doigts qui ne tenaient pas tout à fait tranquilles. Elle cherchait quelque chose, n'importe quoi, une page, un mot. Elle trouva au milieu du 14e cahier une section que Madeleine avait intitulée simplement « Fièvre, enfants et adultes », ce qui aide vraiment. La page était précise, méthodique, avec des dosages écrits en gros pour qu'on puisse les lire sans ses lunettes. Inès lut 2 fois. Elle remonta. Elle prépara l'infusion exactement comme Madeleine l'avait décrit. Sureau séché pour faire tomber la fièvre, thym sauvage du maquis pour la toux, une cuillère de miel des bocaux du fond. Elle fit bouillir l'eau sur le fourneau, mesura, attendit le temps indiqué, passa le tout dans un linge propre. Elle fit boire Zoé par petites gorgées en lui tenant la nuque. Zoé but sans protester, ce qui était en soi inquiétant. Puis elle se rallongea et ferma les yeux. La nuit fut longue. Inès ne dormit pas. Elle changea la serviette, ralluma le fourneau quand il faiblit, prépara une deuxième infusion à 2 heures du matin. Elle regardait le visage de sa sœur dans la lumière des bougies et comptait les respirations sans s'en rendre compte, comme si les compter pouvait les maintenir régulières. À 5 heures du matin, Zoé ouvrit les yeux. Elle regarda le plafond, puis elle tourna la tête et dit, d'une voix éraillée et petite, « Inès !» Juste le prénom. Mais la fièvre avait reculé. 38,2. Inès posa son front sur la main de sa sœur et resta comme ça un moment sans bouger. Monsieur Antoniotti arriva à 7 heures sans qu'on l'ait appelé. Il avait vu la lumière allumée toute la nuit depuis le chemin du dessus, et il avait ses raisons de savoir ce que ça voulait dire. Il entra, regarda Zoé, regarda Inès, et ne dit rien. Il ressortit, démarra sa vieille camionnette et disparut dans le matin gris. Il revint 1 heure plus tard avec un médecin de Porto Vecchio, un homme petit et méthodique, qui posa sa trousse sur la table et examina Zoé en silence. Il dit que c'était une bonne bronchite, qu'elle était encore faible mais que le pire était passé. Il regarda les restes de l'infusion dans la casserole, puis les cahiers ouverts sur la table, et il dit sans commenter « Continuez ce que vous faisiez ». Maître Renaud reçut le nouveau dossier un mardi matin, glissé sur son bureau par son assistante avec la discrétion professionnelle qu'elle appliquait à tout. Il était en train de finir un café en relisant des conclusions pour une autre affaire. Il vit le nom du client en haut de l'affiche, Éric Moreau, et il s'arrêta une seconde avant de continuer à lire. Le dossier était simple dans sa mécanique. Un bien immobilier en Corse, une donation contestée, un homme de paille dont le nom n'avait aucune réalité en dehors de ce dossier, et peut-être d'un ou 2 autres du même genre. Moreau avait déjà utilisé cette méthode, Renaud le savait sans que ça ait jamais été dit explicitement. Ce n'était pas illégal à proprement parler. C'était de la frontière, ce travail de frontière qu'il connaissait bien et qu'il ne regardait plus vraiment depuis des années. Il accepta le dossier. Les honoraires étaient bons, et il avait une dette à rembourser avant la fin du trimestre. Une dette contractée pendant les 18 mois où son cabinet avait failli ne pas survivre à un divorce qu'il n'avait pas vu venir. Il accepta le dossier comme on fait un geste qu'on a déjà fait, sans chercher à lui donner un nom. Mais avant de le remettre à son assistante pour la préparation des actes, il l'ouvrit en entier. Il avait une méthode, relire une fois tout ce qu'un nouveau dossier contenait, même les pièces annexes, même ce qui ne servait pas directement. Une habitude de précision qu'il avait gardée depuis ses débuts. Il tomba sur le premier dossier, celui de la maison familiale, joint en référence. Il le parcourut. Il vit la déclaration de succession, le testament de Madeleine Ferracci, rédigé dans des termes d'une clarté sans ambiguïté, par une femme qui savait exactement ce qu'elle faisait. Il vit les documents qu'il avait lui-même produits quelques semaines plus tôt pour écarter la jeune femme de la maison, les attendus, les courriers, sa propre signature en bas de page. Il s'arrêta sur la photo d'identité jointe au dossier.
Il s'en souvenait vaguement, cette photo qui était tombée de la chemise. Il la regarda plus longtemps cette fois. 19 ans, les cheveux attachés, un regard qui ne demandait rien à personne. Il referma le dossier, le rendit à son assistante et dit qu'il se déplacerait lui-même en Corse pour le constat d'état du bien. Procédure standard dans les successions contestées, impliquant un bien isolé. Son assistante nota sans lever les yeux. Il prit le ferry depuis Marseille un jeudi matin et loua une petite voiture à Bonifacio. La route pour le cabanon était indiquée sur le plan cadastral du dossier. Il s'arrêta là où la piste devenait trop étroite et continua à pied, mallette à la main, dans l'odeur forte du maquis en novembre. Il entendit une voix avant de voir quoi que ce soit. Pas une vraie conversation, plutôt quelqu'un qui parlait à voix basse à intervalles réguliers. Il s'arrêta. Entre les arbousiers, une jeune femme cueillait quelque chose à hauteur de genou, des gestes précis et méthodiques, coupant avec de petits ciseaux et déposant dans un panier en osier. Sur son dos, attaché avec un châle noué en croix, une petite fille dormait, la joue posée entre ses omoplates, les bras ballants de chaque côté. La jeune femme se déplaçait lentement pour ne pas la réveiller et continuait de murmurer pendant qu'elle travaillait, sans s'adresser à personne en particulier, ou peut-être à la plante, ou peut-être simplement pour entendre sa propre voix dans le silence du maquis. Maître Renaud ne bougea pas. Il resta derrière le couvert des arbustes et les observa pendant peut-être 2 minutes. Il n'aurait pas su dire pourquoi il ne se montrait pas. Ce n'était pas un calcul. C'était autre chose, une gêne, le sentiment d'avoir vu quelque chose qu'il n'était pas censé voir et qui n'avait rien à voir avec un constat d'état de bien immobilier. Il fit demi-tour sans bruit et regagna sa voiture. Le soir, dans sa chambre d'hôtel qui donnait sur le port de Bonifacio, il commanda un whisky au bar et le monta dans sa chambre. Il s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre. Les lumières du port se reflétaient dans l'eau noire en dessous. Il but lentement, sans goût particulier, et resta longtemps sans bouger, les yeux sur la fenêtre, à regarder quelque chose qui n'était pas le port. Il repartit le lendemain matin pour Bastia. Il dit à son assistante par téléphone qu'il vérifiait la chaîne de propriété avant l'audience, ce qui était une raison valable et suffisante pour ne pas avoir à s'expliquer davantage. Les archives notariales de Bastia occupaient dans le 2e étage d'un immeuble administratif proche du vieux port, tenu par un archiviste d'une 60aine d'années qui connaissait ces registres comme d'autres connaissent leur propre maison. Renaud demanda les actes enregistrés au nom de Madeleine Ferracci sur les 10 dernières années. L'archiviste disparut 20 minutes et revint avec une chemise cartonnée. Renaud s'installa à une table de consultation et commença à lire méthodiquement. Il y avait l'acte d'acquisition du cabanon, daté de 32 ans plus tôt. Il y avait une modification cadastrale mineure. Il y avait les déclarations fiscales habituelles. Et puis, vers le fond de la chemise, glissé entre 2 documents de moindre importance comme si on avait cherché à le rendre discret, sans pour autant le dissimuler, il y avait un acte de donation entre vifs signé par Madeleine Ferracci en faveur d'Inès Marant, enregistré 3 ans plus tôt auprès d'un notaire de Bastia, en bonne et due forme, avec 2 témoins et un timbre fiscal en règle. Renaud le lut une fois, puis il le lut une 2e fois, plus lentement. Madeleine avait fait enregistrer la donation séparément du testament, dans un autre office notarial que celui qui gérait sa succession habituelle, avec une discrétion qui ne devait rien au hasard. Elle avait anticipé une contestation. Elle avait pris ses précautions avec la méthode tranquille de quelqu'un qui connaît les hommes et ne leur fait pas entièrement confiance. La donation entre vifs avait une force juridique que le testament seul n'avait pas, elle était quasiment inattaquable sur le fond, et elle portait sur le cabanon et l'intégralité de son contenu, mobilier, archives et droits d'usage du terrain attenant. Renaud resta assis sans bouger pendant plusieurs minutes. Dehors, la circulation du port montait en sourdine à travers les murs. Il photographia l'acte avec son téléphone, remercia l'archiviste et reprit sa voiture vers Bonifacio. Il se présenta au cabanon en début d'après-midi, acte de procédure à la main, dans la posture exacte qu'exigeait sa fonction. Il avait frappé à la porte, attendu, et quand Inès avait ouvert, il avait dit son nom et expliqué l'objet de sa visite d'une voix parfaitement neutre. Il était là pour le constat officiel requis par la procédure en cours. Elle pouvait assister.
Inès le laissa entrer sans un mot. Elle n'avait pas l'air effrayée. Elle avait l'air de quelqu'un qui a décidé depuis un moment déjà de ne plus gaspiller d'énergie à avoir peur. Elle le suivit dans la pièce principale, les bras croisés, le dos droit. Renaud nota les éléments requis sur son formulaire. Surface, état général, équipement. Il le faisait avec une attention un peu trop grande aux détails, comme pour occuper ses mains. Son ton était correct, mais il manquait de quelque chose, de cette fluidité professionnelle qu'il avait d'habitude, cette façon de remplir l'espace d'une pièce avec une autorité tranquille. Zoé était assise sur le lit de camp, l'ours sur les genoux, et regardait cet homme noter des choses sur son formulaire. Elle l'observa pendant 2 minutes avec cette attention particulière qu'elle avait, ce regard d'enfant qui évalue sans chercher à plaire ni à déplaire. Puis elle dit, d'une voix claire et directe, « Vous n'êtes pas méchant, vous ?» Renaud s'arrêta d'écrire. Il se tourna vers elle. Zoé le regardait avec un calme absolu, sans attendre de réponse, comme si elle venait d'énoncer un fait météorologique. Il ne dit rien. Il finit de remplir son formulaire, rangea ses affaires et prit congé avec une politesse un peu raidie. Inès ne l'accompagna pas jusqu'à la porte. Cette nuit-là, depuis sa chambre d'hôtel, il appela son clerc à 22 heures passées. Son clerc décrocha avec la voix de quelqu'un qui savait que les appels tardifs de Renaud précédaient toujours les dossiers compliqués. Renaud dit « Je veux tout ce que tu peux trouver sur un certain Éric Moreau, domicilié dans le Var, affaires immobilières, succession, litiges antérieurs, tout ce qui existe. » Son clerc dit qu'il s'en occupait demain matin. Renaud dit « ce soir ». Le tribunal de grande instance d'Ajaccio était un bâtiment sobre, pierre claire et volets verts, qui regardait la mer sans s'en préoccuper. Inès arriva seule avec Zoé, 1 heure en avance, et s'assit sur un banc dans le couloir à attendre. Elle avait mis sa seule veste correcte, celle qu'elle gardait pour les occasions où il fallait avoir l'air de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Zoé était habillée proprement, l'ours laissé au cabanon pour la première fois depuis des mois, comme si elle aussi avait compris que la journée demandait autre chose. Éric arriva 10 minutes avant l'audience avec Monsieur Ferracci à ses côtés, un homme d'une 60aine d'années au visage ordinaire qui portait un costume un peu trop neuf. Éric vit Inès dans le couloir et lui adressa un hochement de tête bref, le genre de geste qui signifie qu'on a déjà gagné et qu'on peut se permettre la courtoisie. Il avait un avocat de Marseille à sa gauche, un homme grand aux cheveux gris que Renaud connaissait de réputation. Renaud s'arriva le dernier, mallette à la main, sans regarder personne en particulier. Il s'assit du côté de la partie adverse, comme le dossier l'y obligeait, et posa sa mallette sur la table devant lui. Il n'ouvrit pas ses notes. Il regardait la table. L'audience commença. Le juge était une femme d'une 50aine d'années, petite, avec des lunettes à monture fine et une façon de lire les documents qu'on lui présentait avec une attention qui ne laissait rien passer. L'avocat d'Éric ouvrit les débats avec une aisance rodée, exposant la thèse de l'altération du discernement de la défunte, citant des éléments médicaux partiels, construisant son argument avec la solidité tranquille de quelqu'un qui a fait ce travail des dizaines de fois. Le juge écouta, prit des notes, demanda 2 précisions. Puis elle se tourna vers maître Renaud. Renaud se leva. Il boutonna sa veste, posa les 2 mains sur la table et commença à parler d'une voix mesurée qui ne ressemblait pas tout à fait à celle qu'il avait d'habitude dans les salles d'audience. Il dit qu'il représentait officiellement M. Ferracci dans cette procédure, ce qui était exact et consigné au dossier. Il dit ensuite qu'il avait, dans le cadre de la vérification de la chaîne de propriété requise par la procédure, consulté les archives notariales de Bastia. Il ouvrit sa mallette et sortit une copie certifiée conforme de l'acte de donation entre vifs signé par Madeleine Ferracci 3 ans plus tôt. Il le posa devant le juge. Il dit « Ce document établit une donation en bonne et due forme, enregistrée par un officier public compétent, avec 2 témoins identifiés, au bénéfice de mademoiselle Inès Marant. Il est antérieur à tout litige et ne peut être invalidé par les arguments avancés ce matin sur la base du testament seul. La procédure engagée par mon client n'a pas d'objet juridique valide. » Le silence dura peut-être 3 secondes. L'avocat d'Éric fut le premier à se lever, la voix déjà dans l'objection,
les mots se bousculant légèrement. Éric avait les yeux fixés sur Renaud avec une expression qui cherchait encore à comprendre ce qu'il venait d'entendre. Monsieur Ferracchi regardait ses mains. Le juge frappa 2 fois sur la table. Sa voix ne monta pas d'un ton, mais la salle se tut immédiatement. Elle prit le document. Elle le lut. Elle demanda à l'huissier de lui apporter le dossier de référence. Elle lut encore. Elle annonça une suspension de 28 minutes et disparut dans son cabinet. Inès était assise au fond de la salle, Zoé contre elle. Elle n'avait pas tout compris de ce qui venait de se passer. Elle avait compris l'essentiel. Elle garda les yeux sur la porte par laquelle le juge était sorti et ne bougea pas. Quand la juge revint, son regard avait changé. Ce n'était pas spectaculaire, ce changement. C'était une légère modification dans la façon dont elle tenait la tête, quelque chose de plus direct, de plus froid envers certains côtés de la salle. Elle lut son délibéré d'une voix nette. La donation entre vifs était valide et opposable à toute contestation successorale ultérieure. Le cabanon et l'ensemble de ses dépendances appartenaient à mademoiselle Inès Marand, sans condition ni réserve. La procédure initiée par monsieur Ferracchi était classée sans suite. Elle marqua une pause et reprit. Les éléments versés au dossier concernant les pratiques de représentation dans cette affaire étaient transmis au parquet pour examen. Elle regarda l'avocat d'Éric, puis Éric lui-même. Elle dit « L'audience est levée ». Inès ne bougea pas tout de suite. Zoé leva la tête vers elle et dit, tout bas, avec une voix parfaitement calme. « C'est fini ?» Inès dit oui. Dans le couloir, Renaud passa devant elle sans s'arrêter. Il avait remis son manteau et repris sa mallette. Il la croisa, fit un geste bref de la tête, presque rien, et continua vers la sortie. Inès le regarda partir. Elle n'avait pas de mots pour ce moment-là, et peut-être qu'il n'en fallait pas. Elles rentrèrent à Bonifacio par le bus de l'après-midi. Zoé s'endormit contre la vitre 10 minutes après le départ, la joue sur le verre froid, les bras croisés sur ses genoux, comme une petite vieille. Inès la regarda dormir pendant tout le trajet sans chercher à penser à quoi que ce soit de précis. Parfois, il faut laisser les grandes choses reposer avant de les examiner. La piste était la même, le maquis était le même. Le cabanon était là où il l'avait laissé, recouvert de lierre et de clématite, invisible depuis le chemin, exactement comme le premier matin. Inès poussa la porte et l'odeur familière l'accueillit. Lavande séchée et bois brûlé, et quelque chose de plus ancien que tout ça. Cette odeur qui avait fini par signifier quelque chose qu'elle n'aurait pas pu nommer précisément, mais qui ressemblait à de la continuité. Rien n'avait changé. Et pourtant tout était différent, de cette façon imperceptible dont les lieux changent, quand c'est nous qui avons changé en les habitant. Le 22e cahier était resté sur l'étagère depuis le début. Inès l'avait mis de côté la première semaine parce qu'il était différent des autres, plus épais, la couverture usée d'une façon particulière comme si on l'avait souvent tenu dans les mains sans l'ouvrir. Elle l'avait gardé pour plus tard, sans savoir exactement pourquoi. Elle l'ouvrit ce soir-là, après dîner, pendant que Zoé dormait. Les premières pages n'étaient pas des recettes. C'était une lettre. Écrite à la main, d'une écriture plus lente que d'habitude, comme si chaque phrase avait été pesée avant d'être posée. La date en haut à droite remontait à 3 ans, quelques semaines après l'acte de donation enregistré à Bastia. Ma petite Inès. Si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé le chemin. Je sais que tu le trouveras parce que je te connais mieux que tu ne te connais toi-même, et parce que tu ressembles à ta mère dans tout ce qui comptait vraiment chez elle, cette façon de ne pas plier quand les choses deviennent difficiles. Je connais Éric. Je l'ai connu dès le premier jour. Les hommes comme lui ont une façon d'occuper ce qui ne leur appartient pas, avec une telle assurance qu'ils finissent par y croire eux-mêmes. Je ne pouvais pas te donner de l'argent, il l'aurait trouvé. Je ne pouvais pas te donner la maison, il l'aurait contesté. Alors je t'ai donné ce qu'il ne pourrait jamais prendre parce qu'il ne comprend pas ce que c'est. Je t'ai donné un endroit et un savoir. Le reste, c'est toi. Inès s'arrêta de lire. Elle resta un moment les yeux sur la flamme de la bougie. Madeleine avait tout su. Elle avait vu ce qui allait se passer avec la clarté tranquille de quelqu'un qui a vécu assez longtemps pour reconnaître les patterns des hommes et des situations.
Elle n'avait pas cherché à empêcher ce qui était inévitable. Elle avait construit autour, discrètement, avec la patience d'une femme qui sait que le meilleur abri n'est pas celui qui bloque la tempête, mais celui qui tient quand elle passe. Le lendemain matin, Zoé se réveilla la première. Inès l'entendit sortir et s'habiller seule, ce qu'elle ne faisait plus depuis des mois. Quand Inès ouvrit les yeux, Zoé était déjà dehors. Elle la trouva dans le maquis, courant entre les arbousiers, appelant les noms des plantes qu'Inès lui avait appris. Cyste, lentisque, immortelle, les prononçant avec une application joyeuse, comme si les mots étaient des cadeaux qu'elle se faisait à elle-même. Elle riait, un rire vrai, entier, celui d'une enfant qui court dans un endroit qui lui appartient. Monsieur Antoniotti arriva en milieu de matinée avec des outils dans le coffre de sa camionnette. Il dit qu'il avait regardé la clôture du terrain attenant et qu'elle ne tiendrait pas l'hiver. Il dit ça comme une information pratique, sans attendre qu'on lui demande quoi que ce soit, et il commença à travailler sans autre préambule. Le mot de maître Renaud arriva par courrier 2 jours plus tard. Une enveloppe sans en-tête de cabinet, une feuille pliée en 2. 3 mots écrits à la main. Bonne continuation, Renaud. Inès plia la feuille et la glissa dans le 22e cahier, entre la lettre de Madeleine et les premières recettes. Ce soir-là, elle s'assit sur le pas de la porte avec les cahiers sur les genoux. Le soleil descendait sur le maquis et l'allumait d'une façon que seule la Corse en novembre sait faire, cette lumière basse et dorée qui rend chaque détail précis et doux en même temps. Zoé était quelque part derrière elle, on entendait sa voix par intermittence, elle parlait toute seule ou aux plantes ou aux pierres, peu importe. Inès pensa à Madeleine qui avait passé des années à noter dans ses cahiers sans savoir si quelqu'un les lirait. Elle pensa à ce que ça voulait dire de laisser quelque chose derrière soi, pas de l'argent, pas des murs, mais un savoir transmissible, un endroit qui tient, une façon d'habiter le monde qui résiste aux hommes comme Éric parce qu'elle ne dépend de rien qu'ils puissent acheter ou contester ou faire disparaître. Elle n'avait pas de maison au sens où elle l'avait toujours compris. Pas de contrat de bail, pas d'adresse en ville, pas de voisin de palier. Elle avait un cabanon recouvert de lierre au bout d'une piste corse, 22 cahiers, et une petite sœur qui courait dans le maquis en criant les noms des plantes. C'était suffisant. C'était, comprit-elle ce soir-là, exactement suffisant.